Salam alaikum, shalom alechem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 17e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Malika Deriche, je suis écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais crucial, l'argent dans le couple. L'argent est souvent une source de tension, de malentendus, voire de disputes. Pourtant, il est possible de transformer ce sujet sensible en un levier de complicité et de stabilité. Dans cet épisode, je vais vous donner des clés pour mieux gérer votre argent à deux sans que cela devienne un sujet de conflit. Parce que oui, l'argent peut être une force unificatrice et non un facteur de discorde. Alors mesdames, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce 17e épisode. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1. Pourquoi l'argent est-elle une source de tension dans le couple? Partie 2, les bases pour établir une communication saine. Partie 3, les méthodes concrètes pour gérer ensemble. Partie 4, les erreurs à éviter pour maintenir l'harmonie. Et partie 5, bilan de l'épisode. Et c'est parti. Partie 1. Pourquoi l'argent est-elle une source de tension dans le couple? De manière générale, que l'on soit en couple ou pas, l'argent représente bien plus qu'un simple outil. En effet, il est chargé d'émotions, peur, insécurité, ambition ou encore fierté. Dans le couple, cela se ressent encore plus fortement, car on considère l'autre comme notre moitié, l'amour de notre vie, et qu'à la moindre faille, ça peut être vécu comme une véritable trahison. Vous le savez, l'argent est un outil qui permet d'obtenir tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin et qui a une valeur marchande. Le problème, c'est qu'on lie l'argent avec les émotions. Les émotions liées à l'argent sont rarement claires parce que peu de gens, malheureusement, font le travail nécessaire pour améliorer leur rapport à l'argent. Dans le couple, l'argent peut devenir un problème majeur et même récurrent. Même si les deux parties ont des revenus élevés. Et l'argent, je suppose que vous le savez, est l'une des causes principales de divorce ou de séparation. Voici les principales raisons pour lesquelles l'argent crée des tensions. Petit 1. Chacun tient à son rôle et n'en démord pas. Je m'explique. Quand on est une femme, on a l'embarras du choix quant au rôle qu'on veut avoir dans son couple. La DED, c'est-à-dire la demoiselle en détresse, la femme libre et indépendante qui ne demande rien à personne, ou encore la petite fille éternelle qui ne sait pas faire, qui ne comprend pas et à qui on doit tout expliquer. Il y a d'autres rôles, et quel que soit le rôle que l'on se choisit, on est prête à le tenir jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Il y en a certainement d'autres, des rôles auxquels je ne pense pas. D'ailleurs, vous pouvez m'en donner en commentaire si cela vous dit. Selon moi, le point commun de toutes ces femmes parfaites, entre guillemets, tous ces rôles-là que l'on s'attribue, est qu'elles pensent toutes épouser le prince charmant. De son côté, l'homme a choisi la même chose, il a choisi son rôle et lui aussi le tient quoi qu'il advienne. Donc, dans le couple, personne ne se remet en question. On campe sur nos positions et l'autre n'a pas intérêt à piétiner sur nos plates-bandes. Et c'est là qu'un rapport de force s'installe. Et oui, tout ça à cause de l'argent. Petit 2, l'union est le but ultime. Que ce soit par la voie du mariage, le pacte ou l'union libre, la vie à deux est le saint Graal. Une fois qu'on a atteint ça, une fois qu'on est en couple, on pense avoir fait le plus dur. On croit connaître l'autre sur le bout des doigts. On se dit des choses comme je le connais, sinon je ne l'aurais pas épousé, je suis pas folle. Et on déchante très vite. Parce qu'on ne considère pas la vie à deux comme le début d'une nouvelle vie, où tout est à faire ensemble, où tout est à construire ensemble, où on va laisser ce qu'on a appris derrière nous pour établir nos règles communes. Non, là encore, on fait la même erreur en étant persuadé que l'un de nous doit avoir raison et que l'autre se trompe forcément. Or, dans toutes les relations, y compris celles de couple, il est essentiel de trouver un juste milieu. Et ça concerne aussi l'argent. On doit poser des bases solides ensemble. Petit 3, il y a une chose que peu de gens savent. Dans un couple, nous sommes trois.
Je répète, dans un couple, nous sommes trois. On considère qu'une relation de couple se vit à deux, et c'est une erreur, parce que dans le couple, il y a trois entités. Il y a toi, il y a moi, et il y a nous. Cela signifie que toi, tu as ton vécu et tu mènes ta vie avec tes habitudes, tes rêves, tes désirs et objectifs. Moi, j'ai vécu et je mène ma vie avec mes habitudes, mes rêves, mes désirs et mes objectifs. Et nous vivons notre vie à deux avec nos habitudes, nos rêves, nos désirs et nos objectifs. Le nous, finalement, devient le juste milieu de la relation. Petit 4, des visions différentes. L'un peut être économe, l'autre dépensier. Ces différences de perception viennent souvent de l'éducation ou des expériences passées. Et pour les enlever, c'est difficile. Petit 5, le manque cruel de communication. Éviter le sujet pour ne pas gâcher l'ambiance, entre guillemets, peut provoquer des frustrations et des incompréhensions. C'est la pire des choses à faire, d'éviter le sujet parce qu'on ne veut pas être la rabat-joie, d'éviter le sujet parce qu'on ne veut pas passer pour une femme vénale, d'éviter le sujet parce que sinon il s'énerve ou il se vexe. Il faut parler d'argent, mesdames. Petit 6, les déséquilibres financiers. C'est-à-dire quand l'un des partenaires gagne plus que l'autre, eh bien ça peut créer un sentiment d'injustice ou d'infériorité, et ce, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Petit 7, les dettes cachées. Le mensonge ou l'omission concernant les dettes ou les dépenses peuvent miner la confiance dans le couple. Je comprends que certaines personnes ne veulent pas parler de leurs dettes. Seulement, quand on est en couple, on doit pouvoir se faire confiance. L'argent, c'est un outil. L'argent, ça va permettre à votre couple d'avancer. Vous ne pouvez pas considérer l'argent comme un truc à part. Ça ne peut pas faire partie de votre jardin secret. Il y a d'autres choses que vous allez pouvoir garder pour vous si vous le souhaitez, mais les dettes, vous devez en parler. Et c'est valable tant pour l'homme que pour la femme. Petit 8, l'éducation et les idées reçues. Dès le plus jeune âge, on nous assène des phrases toutes faites et fausses, comme l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien les femmes sont plus dépensières que les hommes. Il faut savoir que quand on se met en couple, il faut abandonner certains bagages qui ne nous ont jamais appartenu. On ne va pas juste composer avec l'autre. On vit avec lui, avec son système de croyances. Et je crois vraiment que pour qu'un couple fonctionne, il faut remettre en question tout ce qu'on a appris. Et pas seulement concernant l'argent d'ailleurs, parce que si notre époux n'a pas le même fonctionnement que nous, cela ne signifie pas obligatoirement que l'un des deux a tort. C'est juste qu'on n'a pas été élevé de la même manière, que nous n'avons pas reçu la même éducation. Et ça, objectivement, on ne peut pas en vouloir à l'autre pour ça. D'ailleurs, et je pense que cela ne vous a pas échappé, pardon, ne vous a pas échappé, je vais y arriver, on éduque les filles pour qu'elles deviennent des femmes ultra responsables et qui s'occupent de tout dans le foyer, dans la vie en général. Tandis qu'on fait en sorte que les garçons, eux, restent des enfants, des êtres irresponsables et fragiles, même quand ils deviennent des hommes. En tant qu'épouse, nous ne sommes pas là pour refaire l'éducation de nos époux. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, se remettre en question et faire le nécessaire pour évoluer, progresser et devenir un meilleur conjoint. Je sais que cette partie-là, elle peut offusquer, elle peut choquer, elle peut venir titiller quelque chose de bien profond en interne, c'est-à-dire dans votre être profond. Mais je le pense vraiment, je le pense parce que c'est moi-même l'éducation que j'ai eue, et pourtant je suis une femme handicapée, donc on aurait pu, en plus je suis musulmane, on aurait dû, m'élever autrement si je puis me permettre, on aurait dû être plus doux, pas me dire: «C'est toi qui vois, tu te débrouilles». On apprend vraiment, enfin je suis pas la seule, hein, j'ai, 6 sœurs et 3 frères, et j'ai vraiment vu la différence. Les hommes, c'est pas grave, c'est pas de leur faute, ils savent pas. Les femmes, rendez compte, dépêche-toi, et au début je croyais que c'était que dans ma famille, et j'ai très vite compris, parce que bon, bah, je suis un être social, que, c'est le cas dans la majorité de nos enfin dans la peut-être dans 80 de notre société, hein. C'est assez hallucinant, et les femmes et les hommes doivent faire un travail, sur ça, peut-être même avant de se mettre en couple. Mais objectivement, je suis mariée depuis 11 ans, je pense qu'on le découvre et qu'on le comprend vraiment, heu, tout ça, on le comprend vraiment une fois qu'on est en couple, et je vous le dis parce que si vous venez vous mettre en couple, mesdames, ne pétez pas un plomb. Sachez juste qu'en fait, on n'a pas été élevés de la même manière, et que les belles familles font comme tous les enfin, les mêmes familles de manière générale, font comme tout le monde. Elles font de leur mieux pour être aimées elles aussi. Voilà, beaucoup de bienveillance, parce que le couple, c'est, le noyau dur de votre vie. C'est ce qu'il y a de plus important. Sauf évidemment en cas de violence, barrez-vous, partez.
Voilà. Petit 9, c'était la fin de ma parenthèse. Petit 9, un mauvais rapport à l'argent. J'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes et celui-ci confirme ce que nous savons déjà. Le manque d'instruction financière, les idées reçues, les attentes irréalistes, la crainte, la peur et la honte entraînent un mauvais rapport à l'argent. Il faut se soigner, je dis bien se soigner pour changer ça. Comment faire? Eh bien, c'est simple, en s'instruisant financièrement grâce à des podcasts gratuits comme celui-ci, ou encore des livres comme mon livre Fini les dettes, et puis certainement d'autres contenus autour de l'argent. Il faut vraiment dédramatiser l'argent et le remettre à sa place, à la place d'outils. Point. L'argent est un outil, pardon, son chiffre est factuel. Point. C'est juste un fait. Il n'y a pas d'émotion à mettre derrière. Ça se travaille, ça demande du temps. Et dans mon livre Fini les dettes, vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Je viens de m'en rendre compte pardon, que je parle très près du micro et j'espère que je ne vous ai pas fait mal aux oreilles. Je m'éloigne un peu. Fin de ma parenthèse. Selon une étude de l'INSEE, l'argent est cité comme l'une des trois principales causes de conflits dans les couples français. Si vous me suivez depuis un moment et ou me connaissez dans la vraie vie, coucou, vous savez que je pense que nous sommes l'exemple de quelqu'un. Je crois que vraiment que nous sommes toutes et tous l'exemple de quelqu'un. Si l'argent est vraiment un problème majeur et récurrent dans votre couple, montrez l'exemple en vous instruisant, en faisant le travail nécessaire pour assainir vos finances, en faisant les choix judicieux et adaptés à votre situation. Alors attention mesdames, là je vais être honnête, je parle de faire le nécessaire pour vous, pas pour lui. Vous devez le laisser faire son chemin. Et si son comportement met votre foyer et votre famille en danger, soyez radical. Pour info, radical, ça signifie plus que ferme. On va passer maintenant à la deuxième partie, les bases pour établir une communication saine. Quand on est enfant, on nous apprend à obéir aux adultes et à craindre l'autorité. C'est triste, mais c'est comme ça pour la majorité d'entre nous. On nous transmet un système de valeurs qui ne nous correspond pas toujours. En devenant adulte, on apprend à se libérer de ce carcan, de ce qui nous empêche de grandir et d'évoluer. On se débarrasse de systèmes de valeurs qui ne nous conviennent pas et on en intègre un autre qui évoluera avec nous. À aucun moment, on ne nous apprend à bien communiquer avec les autres. À aucun moment, on ne nous apprend comment bien entretenir des relations saines. Résultat, on avance dans la vie en tâtonnant sans cesse, sans jamais comprendre le fond de nos erreurs, ni comment ne pas les reproduire. Ou alors, on est mal entouré et malheureuse, même si on affirme le contraire. Et c'est encore plus vrai dans le couple. Surtout quand être en couple était le projet de toute une vie, ce que j'appelle le saint Graal, le but ultime. Heureusement, il existe des astuces toutes simples que vous pouvez mettre en place dès à présent. En voici quelques-unes. Petit 1. Créer un espace neutre. Planifiez un moment calme pour parler d'argent, sans distraction ni stress. Je précise, sans enfants non plus, même s'ils sont grands, même s'ils sont bébés, même s'ils sont sages. Vous devez planifier ce moment calme dans un espace neutre pour parler d'argent. Par exemple, une fois par mois, autour d'un café. C'est faisable, les filles. Petit 2, exprimez vos émotions. Au lieu de dire tu dépenses trop, expliquez comment cela vous fait sentir. Par exemple, quand on dépasse le budget, je me sens anxieuse pour nos futurs projets. Mesdames, ça fonctionne. De manière générale, la communication non violente fonctionne. La communication non violente, je ne vais pas vous faire un cours dessus, c'est déjà faire le point avec soi-même. C'est la toute première étape. Qu'est-ce qui se passe dans moi quand, je ne sais pas, quand monsieur dépense trop d'argent? Eh bien, ça me fait sentir, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ce petit point d'alerte là, qu'est-ce que ça signifie? Je suis angoissée. À quel besoin ça ne répond pas? À mon besoin de sécurité. Et c'est ça que vous dites. C'est ça que vous devez dire. Quand on dépasse le budget, je me sens anxieuse pour nos projets. Pas quand tu dépenses de l'argent. Pas d'accusation, ça ne sert à rien. Parce qu'il est dans ses habitudes, dans ses automatismes. Et ça ne sert à rien d'agresser l'autre pour obtenir coûte que coûte ce qu'on veut. Ça ne fonctionne pas. Petit 3, écouter sans juger. C'est aussi la CNV, la communication non violente. Chaque partenaire a ses propres priorités et ses propres insécurités. Prenez le temps de comprendre les attentes et les craintes de l'autre. Petit 4, fixer des objectifs communs.
Ça peut être par exemple acheter une maison, rembourser une dette, partir en voyage. Avoir un but commun renforce l'esprit d'équipe. Partie 5, gardez en tête que l'argent est factuel. Je vous l'ai dit en début j'allais dire d'émission, au début de cet épisode, l'argent c'est juste un fait, c'est un outil et les chiffres sont factuels. Petit 6, travailler sur soi pour améliorer son rapport à l'argent, notamment en augmentant son niveau d'intelligence financière avec des contenus sur l'argent, avec des conversations sur l'argent, avec ce podcast ou mon livre Fini les dettes, et bien entendu d'autres contenus sur l'argent comme je viens de le dire. Petit 7, s'instruire financièrement ensemble. Ça, c'est l'une des clés dont je n'entends jamais parler. C'est un petit peu comme si avec l'argent, c'était chacun sa poire, chacun sa je sais pas comment dire, je sais pas comment on dit en français chacun sa poire, chacun pour soi, voilà. Alors que non, on est un couple, vous êtes un couple et donc l'argent doit être géré ensemble et on doit en parler ensemble. On conseille aux couples de faire des activités ensemble pour renforcer la communication, la cohésion et la compréhension. On leur dit par exemple de cuisiner ensemble, de faire du sport ensemble, de voyager ensemble pour se créer des souvenirs, régler certains problèmes, tout ça. Mais toutes ces choses-là, tous ces souvenirs que l'on crée ont un prix, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'une des premières choses qu'un couple devrait faire, c'est parler ouvertement d'argent, puis s'instruire financièrement ensemble, surtout s'ils ont des lacunes sur le sujet. Si la discussion devient trop tendue, faites une pause et reprenez plus tard. L'objectif est de construire, pas de s'accuser, pas de tout détruire. Partie 3. Les méthodes concrètes pour gérer ensemble. Là, nous passons au concret avec des méthodes pour gérer l'argent ensemble. Petit 1. Choisissez une organisation financière adaptée. Ça peut être par exemple un compte commun. C'est idéal pour les dépenses communes, le logement, les courses, etc. Ou bien des comptes séparés pour garder une indépendance financière. Un mix des deux, une partie commune pour les dépenses partagées, enfin les dépenses courantes, et des comptes personnels pour les choix individuels. Pardon. Mesdames, c'est important que vous le sachiez, que vous le gardiez en tête, vous avez le choix. Personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Et là, je pense notamment à toutes ces femmes qui, quand elles se mettent en couple, perdent toute forme de raison. Je ne sais pas combien il y a de femmes que je connais, elles se mettent en couple et je ne sais pour quelle raison obscure. Leur mec ou leur mari leur dit «Ah, on n'a qu'à faire un compte commun». Elles disent oui, elles ferment leur compte personnel. Elles mettent leur argent gagné, leur argent sur le compte commun et pouf patapouf, elles se retrouvent à tout payer toutes seules ou bien ils vident le compte commun, le compte joint et ils se barrent ou bien ils endettent le conjoint et elles remboursent. Ne faites pas ça, les filles. Vous devez avoir au moins un compte personnel. Quelle que soit votre façon de gérer l'argent en couple, c'est OK pour le conjoint, il n'y a pas de problème. Mais vous devez avoir votre compte personnel à vous, un compte bancaire, pas un compte d'épargne, pas un livret à la poste, les filles. Un compte bancaire pour que l'argent, vous puissiez l'avoir et l'utiliser quand bon vous semble. Donc, vous avez le choix et vous avez le droit de changer d'avis. De manière générale, optez toujours pour ce qui vous arrange sans mettre en péril les finances du foyer. Personnellement, je pense que vous l'avez compris, je vous conseille d'avoir votre compte bancaire à vous et au moins un compte épargne ou même une enveloppe ou une tirelire, n'importe où vous mettez de l'argent pour les au cas où. Pas besoin de réfléchir pendant 1000 ans au meilleur compte d'épargne qui existe. Vous pouvez ouvrir un second compte bancaire classique et y placer votre épargne progressivement ou d'un coup selon vos moyens et votre capacité d'épargne. Cela évite les intérêts et votre argent est disponible immédiatement. Ouvrez aussi un compte joint pour les dépenses du foyer. C'est important, mesdames. Ce compte joint permet de s'assurer que toutes les factures, les charges essentielles sont payées en temps et en heure. Évidemment, je ne le dirai jamais assez, mettez en place les prélèvements et virements nécessaires pour automatiser votre système financier. Votre conjoint doit calquer le même système. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à vous deux de ne jamais vous retrouver en difficulté s'il y a un problème. Une dernière chose très importante concernant ce premier point. Ayez du liquide disponible, pardon. Pas forcément une grosse somme, mais suffisamment pour faire face en cas de problème avec votre compte bancaire. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et en tant que femme, en tant qu'individu même, nous devons parer à toute éventualité. Notre travail principal ici-bas, mesdames, c'est de prendre soin de soi,
de se mettre en sécurité. Vraiment, c'est de préserver son intégrité physique et morale. Je vous assure, mesdames, c'est comme ça qu'on devient sereine. Parce qu'on sait on a un ou plusieurs filets de sécurité en cas de pépin, en cas de galère. Et c'est important. Petit 2, choisissez qui paye quoi. Pour cela, vous devez discuter avec votre partenaire et garder à l'esprit que ce qui est valable aujourd'hui est susceptible de changer dans le temps. Cette discussion, selon moi, devrait avoir lieu avant de se mettre en couple. Mais soyons honnêtes, c'est rarement le cas, pour ne pas dire jamais. Pourquoi? Parce qu'on nous rabâche les oreilles dès le plus jeune âge avec l'idée que si tu parles d'argent, tu es vénale, tu es une mauvaise fille et aucun homme au monde ne voudra t'épouser. Ce sont des foutaises. L'argent fait partie de cette vie et nous devons savoir bien l'utiliser et décider ensemble de qui paie quoi. Point. Voici quelques solutions pour vous aider à faire votre choix ou au moins à engager la conversation. Vous avez un premier point, monsieur paye tout. Dépenses essentielles et non essentielles sont à sa charge. Il finance aussi vos besoins et envies ainsi que celles des enfants. Ou bien vous payez tout. Ou bien encore le 50-50. Vous partagez équitablement vos dépenses, peu importe le montant de vos revenus respectifs. Si les revenus sont inégaux, vous pouvez partager les charges proportionnellement. Par exemple, vous payez 25% des charges et monsieur 75%. Quel que soit votre choix de gestion, là je vous en ai donné quelques exemples, mesdames, vous devez avoir une épargne de précaution. Je le dis, je le répète, c'est trop important. Et elle ne tombe pas du ciel, hélas. Donc, avant de décider qui paie quoi, faites le point sur votre propre situation financière. Vous devez répondre à ces questions. Combien je perçois d'argent par mois? Est-ce que j'ai des dettes? Est-ce que j'ai une épargne de secours? Quel est le montant de mes frais réels dus à mon statut de femme? Et là, je parle des frais gynécologiques, protection hygiénique, éventuellement coiffeur, make-up, shopping, manucure, etc. Mais aussi tout ce que vous avez peut-être accepté parce que c'est ce que fait une femme. Par exemple, rendre à la famille régulièrement, emmener les enfants aux activités extrascolaires ou à l'école et aux anniversaires, aller à la salle de sport pour s'entretenir, etc. Tout cela, mesdames, ça a un prix. Je ne juge absolument pas la vie que vous menez, les décisions que vous prenez. Mais vous devez garder en tête, parce que là on parle d'argent, que tout ça, toutes ces choses-là ont un prix. Et si l'argent sort de votre poche, vous devez en tenir compte pour savoir qui paie quoi réellement. Parce qu'il se peut que ce soit vous qui financez la majorité du foyer, voire la totalité, sans même que vous ne le sachiez. Il va de soi que votre conjoint doit faire la même chose pour que lui aussi connaisse la réalité financière, la sienne et celle de votre couple. Lorsque vous saurez où vous en êtes financièrement, vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir qui paie quoi et décider avec votre conjoint d'ajuster ou non en conséquence. Rappelez-vous, mesdames, faites toujours ce qui est bon pour vous. Petit 3, faites un budget mensuel. Listez vos revenus, dépenses fixes et dépenses variables. Automatisez les finances pour éviter les oublis. Suivez le budget mensuel durant votre pause budget hebdomadaire. Je vous le répète, l'argent est une responsabilité qui incombe aux deux parties du couple. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est inscrit dans le Code civil français. Je ne me souviens plus du numéro de l'article, mais je vous assure que c'est inscrit dans le Code civil français. Normalement, quand vous vous pacsez ou que vous vous mariez, eh bien, dans les dans les choses qu'on a l'impression qui ne sont pas vraiment très intéressantes que nous dit le maire ou la personne qui est là pour remplacer le maire ou madame le maire, on a ça, hein, on a cette idée que l'argent est une responsabilité qui incombe pour deux parties du couple. S'occuper de l'argent ensemble permet d'avoir tous les deux connaissance de ce qui se passe vraiment dans vos finances. N'oubliez pas, je le répète, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, que l'argent est factuel et qu'il y a des décisions financières à prendre ensemble. Peut-être qu'au début ce sera difficile pour l'un ou pour l'autre ou même vous deux. Je vous recommande donc de faire cette pause budget ensemble. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître. Vous aurez peut-être des conversations que vous n'avez jamais eues auparavant et que vous n'auriez jamais eues si vous ne vous intéressez pas tous les deux ensemble à vos finances. Comprendre l'autre permet de rester humble, car on se rappelle pourquoi on est tombé amoureuse, mais qu'il a aussi ses failles, et que l'inverse est vrai. Vous savez, dans mon couple, je m'occupe du plus gros des finances, dans le sens où nous avons chacun nos comptes bancaires respectifs, ainsi qu'un compte joint. Sur le compte joint, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, sur le compte joint, mon époux verse le montant des factures auxquelles il ajoute une certaine somme
pour reconstituer notre épargne de précaution. Pour rappel, l'épargne de précaution ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence. Par exemple, notre urgence à nous, c'est quand la drogue s'est installée littéralement sous nos fenêtres. Il était urgent de déménager pour préserver notre famille de ce fléau. Donc, on a pioché dans l'épargne de précaution. Nous avons ensuite fait le nécessaire pour la reconstituer petit à petit, et c'est encore le cas. Je vous en parle ouvertement parce que ce sont des choses qui arrivent. C'est ça la vraie vie. Et lorsqu'on utilise cette épargne, il faut avoir conscience qu'on doit la reconstituer derrière, que ce n'est pas, en fait, le savoir, on a pour avoir conscience que l'épargne de précaution, elle est là pour faire face aux urgences et qu'une fois qu'elle a été utilisée, il faut la reconstituer. Ça ne doit pas vous stresser, vous angoisser. Au contraire, ça doit vous rappeler que vous l'avez déjà fait, que vous allez juste le refaire et que votre système est suffisamment bien automatisé pour que ce soit facile à faire. Nous gérons, mon époux et moi, nos comptes respectifs individuellement et je fais la pause budget hebdomadaire. Mon mari et moi avons déjà fait cette pause budget ensemble, mais elle ne convient pas à la dynamique de notre couple. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas le même niveau d'instruction financière. Ensuite, nous n'avons pas le même rapport à l'argent. Et puis, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il y a peut-être des couples qui veulent exactement la même chose au même moment et je suis sincèrement ravie pour eux. Nous, ce n'est pas notre cas. Je vous explique brièvement et vous allez peut-être vous reconnaître euh, dans mes propos ou tout du moins comprendre ce dont je parle. Nous n'avons pas le même rythme de vie. Personnellement, je me lève très tôt. Quand je me menstrue, je veux juste manger, dormir. Mon énergie est fluctuante durant tout le mois, comme la lune. Nos tempéraments aussi sont différents. Notre vécu aussi n'a jamais eu de dette, alors que moi aussi, j'avais eu plus de 12 000 euros de dette alors que je n'avais qu'une vingtaine d'années. Il a vécu chez ses parents jusqu'au mariage. Je me suis installée à Marseille seule à l'âge de 22 ans. Et quand nous nous sommes rencontrés, moi, j'étais mère célibataire. Lui, il n'avait pas d'enfant. Notre rapport à l'argent est différent. J'ai été enceinte 3 fois, je suis née avec une maladie rare et handicapante. Lui, il est en bonne santé. Comme beaucoup de couples, nous sommes différents. Mais nous avons le désir commun d'avancer ensemble. Et nos rêves se rejoignent. Notre façon de concevoir la vie aussi. Donc, au lieu de creuser nos différences, nous privilégions ce qui fonctionne pour nous. Et nous savons que notre dynamique de couple évolue. Il est certain que notre routine actuelle sera très différente quand nos enfants auront leur propre foyer. Vous voyez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez réussi à comprendre votre dynamique de couple. Parfois, on la saisit tout de suite et c'est tant mieux, parfois ça met quelques années à être compris. Petit 4, prévoyez une épargne commune pour les projets comme la maison, les vacances, etc. Et les imprévus, panne de voiture, santé. C'est la fameuse épargne de précaution dont je vous ai tant parlé dans cet épisode et dans tous les autres. Chez nous, et je vous l'ai dit, nous avons un compte commun pour toutes les charges fixes. Mais nous gardons aussi des comptes individuels parce qu'il est important pour moi, comme pour mon époux, de conserver notre liberté financière. Et puis, honnêtement, même si je sais que personne n'aime parler de ça, nul ne sait ce qu'il va se passer. On ne peut pas non plus prévoir les réactions de nos proches en cas de décès soudain. Mon époux et moi sommes tous les deux chefs d'entreprise. Nous construisons un patrimoine familial en s'appuyant l'un sur l'autre. Et nous avons conscience que lorsqu'un drame survient, les âmes se dévoilent parfois sous leurs plus mauvais aspects. Donc, nous avons besoin de sécurité individuelle et de sécurité commune. On va maintenant passer à la quatrième partie de ce 17e épisode. Partie 4, les erreurs à éviter pour maintenir l'harmonie. Maintenir l'harmonie dans son couple est ce que tout le monde recherche. Malheureusement, nous pouvons commettre certaines erreurs qui peuvent provoquer des disputes interminables, de profondes déceptions allant jusqu'à nous couper de l'autre. En voici quelques-unes et comment y remédier. Première erreur, imposer son point de vue. Le partenariat doit être équilibré. Il ne s'agit pas d'un rapport de force, mais de la collaboration. Erreur numéro 2, manquer de transparence. Cacher vos dépenses ou vos revenus peut éroder la confiance. Soyez honnête, même sur vos erreurs. Je le répète, il n'est pas judicieux
de conserver les histoires d'argent dans son jardin secret. Ce n'est pas judicieux. Bien sûr, à part si vous vous faites, je vous parle pas des petits plaisirs, je vous parle pas de rendre des comptes systématiquement tous les soirs en disant: «Voilà mon amour, voilà monsieur, j'ai dépensé ceci, j'ai dépensé cela» et vous f lui, il ferait la même. Bien sûr que si vous lui faites un cadeau, vous faites un truc juste pour vous, c'est non. Vous pouvez le garder pour vous, je veux dire, mais de manière générale, l'argent n'a rien à faire dans votre jardin secret. Erreur numéro 3, négliger les moments de vérification. Sans suivi, les objectifs communs risquent de s'éloigner. Planifier des points financiers réguliers. C'est la fameuse pause budgétaire hebdomadaire. Erreur numéro 4, critiquer sans proposer de solution. De manière générale, ça me rend dingue. Si un problème se présente, discutez calmement pour trouver ensemble des solutions. Si vous n'en trouvez aucune, laissez-vous un peu de temps pour y réfléchir à tête reposée. Bien entendu, et là je vais peut-être me faire taper sur les doigts, d'attraper ma mauvaise comme on dit, et j'ai le droit de dire ce que je pense. Bien entendu, et je vais être honnête, il est important de laisser à monsieur l'opportunité de trouver des solutions. Parce que votre époux, votre conjoint n'est pas votre fils. Et c'est pas un enfant de 3 ans. D'ailleurs, si vous voulez mon avis sincère sur la question, je crois qu'il faut laisser les hommes trouver des solutions de manière générale. Laissons-leur les commandes, pas parce que nous sommes des petits êtres fragiles et sans cervelle, pas du tout, pas parce qu'on veut qu'il n'y ait que les hommes qui dirigent le monde, absolument pas, mais pour rééquilibrer la balance, comme je dis. À travers ce podcast, mesdames, je vous apprends à vous à bien gérer votre argent et à le faire fructifier pour atteindre la liberté financière. Je vous l'apprends pour vous, mais pas pour que vous créiez votre propre prison. Je crois je suis désolée. Je crois sincèrement que la majorité des conflits à petite, moyenne et grande échelle vient du fait que l'éducation des filles est vraiment différente de celle des garçons. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans cet épisode. La majorité des garçons est élevée pour ne pas grandir, ne pas assumer quoi que ce soit. Résultat, les hommes pensent devoir être des princes charmants sans savoir comment faire. Et s'ils ont grandi dans la violence, ils vont reproduire ce schéma une fois en couple. Les filles, elles sont élevées pour tout assumer. Très tôt, on nous fait comprendre que le monde entier repose sur nos épaules, que les hommes ne savent pas faire, que rien n'est jamais de leur faute, qu'on doit être là pour les soutenir, les aider, les seconder et réparer leurs erreurs, sans jamais rien demander en retour, sans jamais en parler. On nous assigne aux tâches domestiques alors qu'il s'agit d'un métier à part entière, par exemple d'un métier rémunéré. Et l'une des plus grosses erreurs que font les femmes de manière générale, hein, donc pas toutes, de manière générale, quand elles sont en couple, c'est qu'elles éduquent leurs conjoints. Elles les éduquent comme on éduque des enfants. Elles sont persuadées que c'est ce qu'elles doivent faire, comme s'ils étaient leurs fils. Mais quelle horreur! Vous le savez qu'épouser un enfant, c'est illégal, n'est-ce pas? Vous le savez, hein? Si votre mari se comporte comme un enfant, s'il refuse ou ne sait pas prendre des décisions, vous devez cesser de lui donner votre énergie. Arrêtez de faire pour lui. Je vous assure, je peux vous assurer, mesdames, il ne va pas mourir, hein. Il ne va pas dépérir, il ne va pas se dessécher comme un pruneau. Il ne va pas mourir de faim. C'est pas un enfant. Il sait ce qu'il fait. Il va survivre. Et vous savez pourquoi est-ce que j'en suis sûre? J'en suis certaine parce que chaque être humain est un être résilient, doté d'un profond désir de vivre et de rester en vie. Et puis, entre nous, selon moi, c'est la meilleure manière pour qu'il vous dévoile qui il est vraiment dans son plus bel aspect. Vous allez retrouver l'homme dont vous êtes tombée amoureuse en 1000 fois mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que je viens de dire que ce que je viens de dire pardon, peut faire graisser des dents, mais dites-moi ce que vous en pensez honnêtement en commentaire, le débat est ouvert. Erreur numéro 5, ne pas faire preuve d'humilité. En amour, point d'orgueil, dit le dicton. L'humilité permet d'avoir le cœur et l'esprit ouverts pour l'autre, mais aussi, et sûrement avant tout, pour soi-même. Nous arrivons à la partie 5 de cet épisode, bilan de l'épisode. Rassurez-vous, mesdames, j'espère que vous l'avez compris tout au long de cet épisode, gérer l'argent à 200 disputes, c'est possible. Voici les points à retenir. Petit 1, l'argent est souvent une source de tension, mais il peut devenir un outil de complicité. Petit 2, une communication claire et respectueuse est essentielle. Petit 3, choisissez une organisation financière adaptée à votre couple. Et rappelez-vous que vous avez le droit de changer d'avis et que dans ce cas-là, il faudra juste en rediscuter pour rééquilibrer les choses. Petit 4, fixez des objectifs communs pour donner un sens à votre gestion.
Petit 5, soyez honnête, flexible et surtout patiente. Rappelez-vous, mesdames, gérer l'argent ensemble, c'est comme naviguer un bateau à deux. Vous devez ramer dans la même direction pour avancer. J'espère sincèrement que cette image vous parle. Cet épisode, mesdames, touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a aidé ou inspiré, comme d'habitude, pensez à le partager à au moins une femme que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, liker et partager ce podcast. Je suis certaine que la femme avec qui vous partagerez cet épisode vous remerciera et moi aussi. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir mon livre Fidélité. Vous pouvez aussi l'offrir. Il s'agit d'un guide entre guillemets pratique pour apprendre à gérer votre argent et poser les bases de votre liberté financière. Le lien est en description dans la barre d'infos. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet tout aussi crucial, investir en tant que mère de famille, et je partagerai avec vous mes conseils pour un avenir stable. Nous verrons comment concilier investissement et responsabilité familiale pour bâtir un avenir serein. C'est un épisode auquel je pensais depuis très longtemps sans savoir comment le tourner et j'ai très hâte que vous le découvriez. D'ici là, prenez grand soin de vous et de vos finances, mesdames, et souvenez-vous, gérer l'argent à deux, c'est possible avec de la communication et de la bienveillance, sans oublier bien sûr la pause budget hebdomadaire. À mardi prochain, mesdames, ici même à 14 heures. En attendant, prenez grand soin de vous et de vos finances et n'oubliez pas que votre réussite est entre vos mains. Bye bye!